just want to check. Do we have the presentation? Mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir vous informer sur mon pays natal, la Mauritanie. Après l'Islam, le Pakistan et l'Iran, la Mauritanie est le troisième pays au monde qui se définit par République islamique. Mais c'est un leurre, un mensonge. En réalité, ce pays, la Mauritanie, n'est rien d'islamique. Il est admis chez les connaisseurs de l'islam que la vraie religion islamique, comme toute autre source divine, est juste, égalitaire, sociale, paisible et non violente. Par contre, en Mauritanie, la forme locale de l'islam est totalement contraire à ces principes humanistes. Depuis des siècles, en Mauritanie, le mode de vie de la société est basé sur l'esclavage par naissance. Donc, les esclaves naissent esclaves et restent toute leur vie esclaves. Le racisme, l'exclusion et le rejet de tous ceux qui sont noirs. La Mauritanie est un pays d'hypocrisie, de mensonges et d'injustice. C'est le pays de l'apartheid vécu en Afrique du Sud, avec la seule différence qu'en Mauritanie, cet apartheid n'est pas régi par des lois écrites ou promulguées par l'État, même si ces lois existent et s'appliquent dans le quotidien du Mauritanien. Ces lois sont visibles et vécues par la moitié de la population, ça veut dire les Haratines. En Mauritanie, aujourd'hui, de 2013, la communauté Haratine, c'est un terme qui désigne les Noirs, descendants d'esclaves et anciens esclaves. Ils sont d'origine africaine. Cette communauté de Haratine est victime des pratiques esclavagistes atroces que le monde civilisé avait connues par le passé. Néanmoins, ce phénomène persiste encore en Mauritanie grâce à une alliance vile entre des entités constituées de maîtres et esclavagistes. D'un côté, un clergé, donc les imams, les érudits, les savants de la science islamique, dont la tâche est de légiférer sur l'esclavage par des fatwas religieux tirés d'un code noir établi au 9e et 15e siècle par des chasseurs de l'homme noir. Et de l'autre côté, un pouvoir qui piétine les droits humains et les normes universelles. Il protège les esclavagistes et refuse l'application des lois abolissant et criminalisant l'esclavage. Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous donner un goût amer de ce que le code noir esclavagiste avait défini et que le clergé en Mauritanie défend aujourd'hui par toutes ses forces. Le clergé est soutenu par les autorités du pays. Ainsi, permettez-moi de vous citer quelques préceptes idéologiques enseignés encore dans toutes les écoles religieuses du pays. Donc, les juges, les cadis, ils apprennent ces préceptes aujourd'hui et ils appliquent la loi, la justice selon ces principes. Le premier, il dit que l'esclave est la propriété du maître. Ça veut dire l'esclave, c'est le patrimoine, c'est l'héritage du maître. Le deuxième, l'esclavage se transmet par naissance. Donc, c'est la mère qui donne le statut d'esclave à son fils, à ses filles. Troisièmement, un précepte qui dit « La femme esclave doit entretenir son maître par son corps. Donc, elle doit être disponible à accepter ce que le maître veut d'elle. Donc, abuser d'elle sexuellement quand il veut et comment il veut. Le maître est permis de vendre et acheter les esclaves ou complet, il peut le vendre ou l'acheter complet, ou bien il peut acheter ou vendre seulement une partie de cette personne. Donc, un bras ou une jambe dans l'esclave peut être vendu à un autre. Ça, c'est le droit islamique qui existe en Mauritanie et qui s'applique aujourd'hui encore en Mauritanie. La femme esclave ne doit pas couvrir son corps devant le regard de son maître. Donc, si le maître exige de son esclave
de rester nu devant lui, c'est permis. Le maître a son droit sur cette femme dans ces cas. Un autre qui dit que l'enfer est promis à l'esclave qui n'obéit pas à son maître. Ça, c'est la religion mauritanienne. L'esclave qui n'accepte pas être esclave et qui désobéit à son maître, il ira à l'enfer. C'est comme ça qu'on éduque les esclaves et ils naissent et ils grandissent avec cette idéologie. Donc, ils ne peuvent pas partir de leur maître parce que c'est contre la religion. Le maître peut vendre ou marier son esclave à qui il veut. Le maître, c'est lui qui décide aux esclaves quand et comment ils vont se marier. S'ils refusent ce mariage, il n'y aura pas de mariage. Le maître peut également mettre fin au mariage de son esclave chaque fois qu'il le souhaite. Ça veut dire que si une esclave est mariée ou un esclave est marié, un jour, le maître dit « ce mariage ne me plaît pas, je vais l'arrêter », il peut l'arrêter. C'est permis dans la religion qui existe en Mauritanie. C'est une religion dite islamique. L'interdiction pour les esclaves et descendants d'esclaves de diriger la prière. Les esclaves n'ont pas le droit de diriger aucun rite religieux. Ça veut dire la prière, ce qui est plus important dans l'islam. Le maître peut à tout moment entretenir des rapports sexuels avec sa femme du genre féminin. Donc, il peut abuser de son esclave quand il veut et comment il veut. Ça, c'est la religion qui existe en Mauritanie et enseignée encore dans les écoles mauritaniennes. Mesdames et messieurs, ma présence devant vous aujourd'hui est le résultat d'une histoire exceptionnelle et singulière en Mauritanie. Malgré que je suis mauritanien, fils d'anciens esclaves, j'ai eu la chance d'être enseigné, d'être formé dans de grandes écoles allemandes. En effet, c'est grâce à mon père. Il est illettré, donc il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, né de parents esclaves lui-même, qui avait refusé la soumission à l'esclavage dès son jeune âge. Sa rébellion contre ses maîtres lui a valu la liberté. Donc il a été affranchi parce qu'il a refusé la soumission. Il faut l'affranchir pour pouvoir le contrôler. C'est une méthode aussi qui existe en Mauritanie. Si un esclave refuse ou rebelle, on lui donne sa liberté, comme ça on va le gagner en tant que membre de famille. On va le désigner comme ne plus esclave, mais il est affranchi, mais il est membre d'esclave, mais on va l'utiliser en tant qu'esclave. C'est ce qui a été fait avec mon père. Après, en 1975, il a dirigé un soulèvement d'esclaves dans son village. Et en 1980, il a libéré cette communauté de Haratines qui faisait à peu près 300 familles d'esclaves dans son village. Je me rappelle encore de cette journée historique de 1975 où la communauté des maîtres avait refusé des enfants d'esclaves dans la nouvelle et unique école du village, arguant que leur éducation est contraire à la religion et coutume de la société mauritanienne. Mon père, alors, n'avait pas réussi à convaincre les esclaves d'envoyer leurs enfants dans l'école. C'est ainsi que seulement moi, ma sœur et des cousins ont été admis à l'école avec le fils des maîtres. C'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir suivre mes études et à la fin venir ici en Europe faire mes études universitaires. Je peux voir quelque chose à boire, s'il vous plaît? De l'eau. Water. Mesdames et messieurs, la Mauritanie est le seul pays au monde qui a eu plus de 5 lois ou décrets ou circulaires judiciaires qui devaient abolir l'esclavage, 5 fois successives dans l'histoire de la Mauritanie. Mais toutes ces démarches sont restées sans effet. Ces lois, en réalité, n'avaient pour objectif que de mettre fin aux critiques de la communauté internationale. Donc, pour polir l'image de la Mauritanie à l'extérieur. Jamais, avec ces lois, la Mauritanie espère seulement sauver son image extérieure, mais jamais la mise en application de ces lois.
Et ici, je vous montre la page 3. Ce sont les décrets depuis l'histoire de la Mauritanie qui ont eu lieu en Mauritanie et qui devaient tous avoir comme résultat l'abolition ou l'élimination de l'esclavage, la disparition de l'esclavage. Mais l'esclavage n'a pas pu être éliminé en Mauritanie. Et jusqu'en 2012, il y a toujours une autre loi qui va venir. Bon. Je ne veux pas passer par toutes ces lois. Aujourd'hui, en Mauritanie, l'esclavage touche environ 20% de la population, ce qui veut dire à peu près 600 000 de la communauté haratine vivent encore aujourd'hui sous l'esclavage, les pratiques de l'esclavage. Et c'est la vie directe qui sont en contact, qui sont esclaves. Il y a indirect et indirect, des gens qui sont touchés direct et indirect, mais c'est 600 000, 20% de la population, ils vivent encore dans l'esclavage en Mauritanie. En premier lieu, ce sont les enfants et les femmes qui sont victimes de ces pratiques, parce que ce sont les plus faibles, parce qu'eux, ils ne sont pas protégés, ils ne peuvent pas fuir. Notre ONG a découvert des centaines de cas d'esclavage avérés entre 2010 et 2012. Mais tous ces dossiers que nous avons apportés devant la justice ont été classés sans suite, parce que les autorités ils disent toujours c'est un cas d'esclavage. Non, c'est un cas de parents, c'est un cas de famille, parce qu'ils considèrent le rapport entre les esclaves et les maîtres, c'est un rapport familial et n'a rien à voir avec l'esclavage. Ces cas sont tous classés sans suite. Les 10 derniers cas que nous avons découverts, ils ont daté de 3 semaines. Le dernier cas où on a eu un petit succès, on avait mis une femme en prison pendant 2 semaines, 3 semaines. Hier, a été libérée sous la pression d'un frère, d'un cousin, d'un parent, d'un ami au président, parce qu'elle venait d'un village d'un grand général qui est l'ami du président, et toute la population a fait une démonstration et ils ont dit si vous ne nous libérez pas notre femme, nous allons faire des désordres. Et le général il a appelé le président pour lui dire mon cher, mon village va faire une rébellion, libérer la femme, et la femme a été libérée. Hier. Ça, c'est les enfants ce sont des cas d'esclavage que nous avons portés devant la justice et que vous allez remarquer que ce sont des enfants et des femmes de 10 ans, 14 ans, jusqu'à la fin. Et ils sont tous encore devant la justice. Depuis l'indépendance de la Mauritanie en 1960, les régimes qui sont succédés en Mauritanie ont tous nié la présence de l'esclavage dans ce pays. Les défenseurs de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme ont été poursuivis et persécutés. Avec la fin de la dictature en 2005, un espoir d'amélioration de la situation a été enregistré. D'un jour à l'autre, c'est toute la Mauritanie qui parlait de l'esclavage, qui demandait la justice et l'égalité. C'est ainsi que la loi criminalisant l'esclavage a été promulguée en 2007. Regardez-moi, ils ont pris 50 ans pour promulguer une loi officielle, une loi qui criminalise l'esclavage. C'est en 2007. Et avant ça, la Mauritanie niait l'existence de l'esclavage. Mais comme il y a eu un courant démocratique, après une dictature, donc, on était prêt à discuter de l'esclavage. Mais juste après, avec le putsch de l'actuel président, le général Mohamed Abdelaziz, en 2008, contre un président démocratiquement élu, les choses ont brusquement changé. Toute la Mauritanie a fait une marche vers l'arrière. Le pouvoir s'interdit de nouveau de reconnaître la présence de l'esclavage. Les esclavagistes ont ainsi repris leur souffle. Et les anti-esclavagistes que nous sommes sont traités comme étant des ennemis de la nation. Les ennemis de l'islam, ils sont considérés comme des espions à la solde du Mossad israélien. Le chef de l'État lui-même organise des sorties dans les médias d'État pour déclarer publiquement que l'esclavage n'a jamais existé en Mauritanie. C'est en 2012, 2 fois. Et que les défenseurs des droits de l'homme sont que des perturbateurs de l'ordre social et doivent être jugés et punis sévèrement selon la loi islamique, la charia. Dans un pays comme la Mauritanie, où le chef suprême
de l'État, donc le président, initie des marches populaires pour réclamer les têtes des anti-esclavagistes, des marches que lui-même supervise et accueille un héros devant la présidence. Il est utopique de s'entendre à l'application de la loi criminalisant l'esclavage. La pratique de l'esclavage reste un sujet en Mauritanie. Je vous montre la page 5 et 6 où vous allez voir, ça c'est les marches que le président avait organisées avec ses éléments, avec sa sécurité, les services de renseignement généraux. Il a appelé les érudits, les cheikhs, les grands religieux pour faire sortir une fatwa contre les défenseurs des droits de l'homme. Et la démonstration est là devant la présidence. Et ce monsieur qui a un turban, c'est le président qui était venu dire que ces gens, accueillir ces gens devant la présidence pour les encourager à sortir dans la rue contre les défenseurs des droits de l'homme. Le Mauritanie, c'est un pays de racisme. Mesdames et messieurs, pour illustrer le racisme contre les Noirs en Mauritanie, référez-vous aux nominations des cadres et personnels du pays dans l'ensemble de l'institution. Donc, les nominations dans l'administration, le gouvernement, la diplomatie, l'armée, la sécurité, la police et les sociétés publiques. Et dans tous les cas, sans exception, c'est un seul groupe ethnique, en l'occurrence les Beydans, donc les Arabo-Berbères, qui est représenté majoritairement à plus de 80%. L'homme noir, lui, se contentera souvent des postes sans importance et les charges pénibles. Et ici, je vous montre les nominations. Ça, c'est la population. Bon, voilà, ça, c'est le nombre de nominations des cadres, du ministre jusqu'au secrétaire, jusqu'au directeur. Ça, c'est pour 2012 seulement. À peu près 200 nominations. Et vous voyez la répartition des pourcentages. Les Arabo-Berbères, théoriquement, ils ne font que 20%, 25%. Mais ils ont la part de 80% de la nomination. Les Haratines, ce sont les esclaves et anciens esclaves. Ils ne dépassent même pas 10%. Et les autres négro-africains, les Wolofs et les Soniques, le reste, c'est pour eux. Et c'est une équation qui est adoptée par la Mauritanie depuis toujours et elle reste toujours comme ça. Et l'État n'a jamais travaillé autrement et il veut garder les choses comme ça. Garder les Noirs, les Mauritaniens noirs, les esclaves et les anciens esclaves non représentés aux commandes du pays. Et il suppose que ces 20% représentent en réalité 20 à 25% du pays. Le régime de la Mauritanie a également entrepris une stratégie dans le système éducatif qui a pour but de garder les Haratines dans l'ignorance. Les zones habitées majoritairement par les Haratines ne bénéficient d'aucune attention des autorités. Les enseignants, souvent de la communauté des maîtres esclavagistes, abandonnent les écoles dès l'ouverture scolaire. Ils ne sont jamais sanctionnés par l'État. Les esclavagistes, eux, ils inscrivent leurs enfants dans les écoles privées, les établissements privés, ou bien dans des écoles d'élite où les enfants des pauvres n'y accèdent pas. Le résultat de ce système éducatif discriminatoire est que seulement les enfants arabo-berbères accèdent aux études universitaires et formeront les cadres prochains pour la gestion du pays. Et c'est voulu parce qu'ils savent que les Haratines, les esclaves, les pauvres, quand ils sont éduqués, ils vont se libérer. Donc, il faut les garder ignorants et il ne faut pas les éduquer. Et c'est ce que le système a instauré depuis longtemps. Et si vous voyez ici, depuis 1960, c'est l'indépendance de la Mauritanie. Jusqu'à aujourd'hui, les Beydans, il était, lorsque la France a donné l'indépendance de la Mauritanie, il était à 40% au pouvoir. Aujourd'hui, ils maîtrisent le pouvoir à toutes les échelles. Les Noirs, ils étaient... Les négro-africains, c'était qui étaient aux commandes du pays. Aujourd'hui, ils sont réduits, comme les Haratines qui n'existaient que depuis 1980. Avant, il n'y avait aucun fonctionnaire Hartani, il n'y avait aucun fonctionnaire Hartani dans l'armée ou dans l'administration. Avant de finir, je lance un appel au monde civilisé et libre de faire la pression sur la Mauritanie, de respecter ses engagements devant la communauté internationale, d'appliquer les lois, instaurer la justice et l'égalité dans les pays. La communauté internationale ne devra pas se laisser tromper ou manipuler par un régime dont le souci premier est la protection et la survie des esclavagistes. Les autorités mauritaniennes sont experts de la manipulation des données et des réalités.
et ils se sont habitués à manipuler tout ce qui est manipulable. La Mauritanie actuelle ne mérite pas d'être élu vice-président du Conseil des droits de l'homme, qu'il vient d'être nommé tout dernièrement. C'était une grande erreur et il ne fallait pas l'accepter et il fallait la dénoncer. Car la situation de l'esclavage est la même qu'il y a 50 ans, avant même l'indépendance de la Mauritanie. Rien n'a changé depuis. Nous appelons aux donateurs de l'aide au développement de lier leur aide aux projets en relation directe avec les esclaves et les pauvres, de travailler avec les ONG actives dans le domaine. Nous demandons des réformes du système éducatif qui ciblent les populations favorisées, parce que c'est avec l'éducation que nous libérons les esclaves. Et ici, vous voyez, au début des classes, la majorité des étudiants, des élèves, ce sont des Noirs, des Haratines et des Négro-Africains. Mais plus tard, arrivé au niveau des lycées et collèges, il n'y a que les Blancs. On prend un tamis et on le laisse passer, qu'est-ce qu'on veut laisser passer. Et ça se continue. Et ici, ça c'est la formation, c'est une formation spéciale aux filles qui travailleront en tant dans l'administration. On leur forme maintenant, on leur donne maintenant une formation militaire pour pouvoir gérer les pays mieux. Ils ne sont pas militaires. Et c'est comme ça que vous voyez cette situation. Vous allez au lycée, vous allez à l'université, vous allez à l'étranger, vous trouvez seulement les enfants blancs, arabo-berbères. Et ici, c'est la police qu'on lui donne la tâche de battre et de manipuler, de maltraiter les défenseurs des droits de l'homme quand ils font des démonstrations. Quand ils font des démonstrations pour réclamer la justice. Je vous remercie.